Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mousse l'arbitre, c'est le retour après un peu plus d'un mois d'absence. Voilà, nous avons été un petit peu occupés et puis en même temps, ça nous a permis de voir un petit peu les choses. On a laissé passer certaines choses, on a vu notamment ce début de Cannes et la Cannes, on va en parler. Juste avant, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, de partager, c'est très important. Je veux que chaque vue est égale à un partage. Appuyez aussi sur la petite clochette. Et n'oubliez pas de liker également et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est la Cannes 2021 qui se joue en 2022. Ça se passe au Cameroun et on arrive maintenant dans les quarts de finale. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette Cannes, pas que du bon. Moi, je vais commencer par parler de l'organisation de cette Cannes. Il faut se souvenir qu'avant le début de cette Cannes, il y a eu des déclarations, notamment de Roger Milla. Donc les Camerounais se sont un peu plaints, euh, soi-disant de certains comportements du Maghreb, notamment qui critiquaient ou qui voulaient organiser, etc. La Cannes, enfin qui sentait pas vraiment le Cameroun organiser cette Cannes. Donc Roger Milla a fait une sortie, bon, il s'est excusé dans la foulée, mais voilà, en gros, c'est à cause des Maghrébins qui, il visait d'ailleurs plus le Maroc et l'Égypte qu'autre chose, mais enfin bref. Donc c'est à cause des Maghrébins que de temps en temps ils disaient il y a du bordel euh, ou qu'ils avaient du mal à organiser parce que voilà, soi-disant les Maghrébins se plaignaient. Bon, mais je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Tout comme le maître de cérémonie pardon, donc de la cérémonie d'ouverture qui a annoncé comme ça haut et fort bienvenue dans la plus grande canne de l'histoire. Voilà. Donc que ce soit les propos de Roger Mia ou cette annonce qui a été faite où j'ai annoncé clairement qu'ils allaient organiser la plus grande canne de l'histoire, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir d'organiser cette canne et derrière, voilà, si les gens doivent féliciter, ils le feront. Voilà, s'ils doivent remercier le Cameroun pour l'organisation qu'elle aura procurée, qu'elle aura faite, eh bien, les gens l'auraient fait. Mais venir se mettre la pression comme ça pour rien, alors que t'as mis 12 ans pour construire des stades, tu as mis 12 ans pour organiser cette canne, tu as été sauvé par l'Égypte qui l'a organisé il y a 3 ans parce que tu étais en retard. Voilà. D'ailleurs, tu as été aussi sauvé un peu par le Covid puisque cette canne a été reportée. Et quand on voit que même un an après, c'est-à-dire au lieu de la faire tous les 2 ans, du coup là ça a été 3 ans. Quand on voit qu'au bout de 3 ans, ben, ce qui s'est passé, je crois que tout le monde l'a vu, ça fait quand même peur. Et ça vient déjà décrédibiliser toutes les accusations, tous les propos, donc notamment de Roger Milla et puis des organisateurs de Camerounais de cette canne. Et surtout, voilà, le minimum, quand tu es en retard, quand tu mets 12 ans pour faire des stades, c'est de faire profil bas, d'organiser ta canne, voilà, et de parler à la fin. Là, c'est complètement mal placé. Et donc, le retour du bâton, au lieu de te taire, tu as parlé, donc vous avez parlé, et voilà le résultat. On a l'inverse. On a, en termes d'organisation, la pire canne de l'histoire. Surtout que maintenant, tout est médiatisé, les réseaux sociaux, etc., ça va vite. Nous avons la pire canne de l'histoire. Et c'est bien triste. Parce que, à côté de ça, c'est la canne la plus difficile de l'histoire. D'accord. Ce champion sera peut-être le plus grand champion. Parce que c'est la canne Covid. Donc, tu peux te retrouver avec 8 joueurs en moins. Tu peux même perdre. Ils l'ont rajouté dans le règlement sur tapis vert 2-0 si tu n'as pas assez de joueurs. Euh, Il y a les restrictions sanitaires. Et on rajoute à ça cette organisation plus que bancale. Donc, effectivement, le vainqueur, s'il n'est pas le Cameroun, bien sûr, puisque le Cameroun est à domicile, chez lui,
Donc forcément, il est plus avantagé. Mais autre que le Cameroun, qui gagnera dans les règles de l'art cette CAN, sera un grand champion. Parce que jamais une CAN a été organisée dans ces conditions-là. Voilà. Ça sera, c'est vraiment très très difficile. Maintenant qu'on a parlé de cette organisation plus que médiocre, on va parler football et puis le séisme, le tremblement de terre, l'Algérie qui n'a pas passé les poules, en rappelant que ce format permettait au troisième de se qualifier. Donc ils n'ont même pas pu finir troisième et faire partie donc des trois meilleurs de troisième. Ils ont fini dernier avec un point. Dernier avec un point. Donc c'est catastrophique. On va essayer de comprendre les raisons, le comment, du pourquoi. Tout d'abord, lorsque vous êtes champion et qu'on vous annonce comme grand favori, ce n'est absolument pas la même chose que lorsque vous arrivez un peu incognito ou en tant qu'outsider. Là, ça n'a rien à voir. Donc, ils arrivaient avec un statut à assumer. Voilà. Quand tu arrives, quasiment tout le monde les a mis pas parmi les favoris. On les a carrément mis grands favoris. Quand je dis on, je ne parle pas de moi, évidemment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on les a mis grands favoris. Pour moi, ce n'était pas justifié. Favoris, oui. Mais grands favoris, non. Et ils l'ont payé très cher. Alors, je vais vous dire pourquoi non, grand favori. La CAN, je la regarde depuis les années 90. Et plus précisément, je dirais que je me rappelle de ma première finale de CAN, qui était en 1994. Dans les années 90, il y a eu la génération parabole. Hein. Et moi, donc, j'ai eu la chance, mon père avait fait installer une parabole. Et en 94, donc j'ai baigné dans le football africain, j'ai baigné dans les championnats nord-africains, le championnat égyptien, j'en suis devenu rapidement fan, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'avance à ce niveau-là. Donc en 94, il y a dans les années 90, donc génération Nigeria, c'était le grand Nigeria. 94, il y a une belle finale contre la Zambie, pardon. Très très belle équipe de Zambie qui a donné du fil à retordre à cette énorme équipe du Nigeria. Il y a eu 2. Bon, pour le Nigeria, qui gagnait là sa deuxième CAN. Nigeria qui en a 3. Mais de cette finale-là, donc de ce vainqueur-là, 94, jusqu'à l'Algérie, donc champion il y a 3 ans, vous savez combien de fois j'ai mis une nation grand favori? C'est-à-dire que une nation à qui je donnais ce statut-là, ils sont au-dessus du lot. Donc ils sont au-dessus du lot, c'est eux que je vois. Je vois personne d'autre. Un peu comme l'a fait tout le monde avec l'Algérie. Sauf que pour l'Algérie, ce n'était pas le cas. Je l'ai fait une seule fois, de 94 à 2022. Je l'ai fait une seule fois, et je l'ai fait pour l'Égypte. L'Égypte, recordman, avec 7 victoires, et l'Égypte qui a gagné 3 CAN consécutifs. L'Égypte qui gagne, excusez-moi, en 2006 contre la Côte d'Ivoire, c'est un classique, d'accord? Et on a eu, donc en huitième de finale, le remake de l'Égypte-Côte d'Ivoire, 0-0, match assez serré, prolongation, toujours 0-0, et au tir au but, comme en 2006, la Côte d'Ivoire perd. La Côte d'Ivoire se fait éliminer. Et l'Égypte remportait donc en 2006 contre la Côte d'Ivoire sa quatrième CAN. En 2008, toujours l'Égypte contre le Cameroun en finale, cette fois-ci 1-0. Et en 2010, contre le Ghana, pareil, 1-0. Alors malgré que cette équipe, et on le voit à quel point c'est quand même compliqué de gagner une CAN, moi je le dis, je le répète, c'est la compétition, quand on contextualise tout et qu'on prend tous les paramètres, c'est une compétition très 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 difficile. Je parle pas de la Coupe du Monde, mais mis à part la Coupe du Monde. Mais au niveau continental,
Oui, c'est l'Euro et la Coupe d'Afrique de très 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 loin. Très 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 loin. Et on s'aperçoit que malgré leur domination, en finale, ça a quand même fait en 2006 tir au but contre la Côte d'Ivoire, 1-0 contre le Cameroun, même si je me rappelle en 2008, en 2010, ils gagnent 1-0 et 1-0 contre le Ghana, mais c'est quand même maîtrisé. Ils ne sont pas mis en danger. Voilà, c'est quand même maîtrisé. Mais voilà, c'est pas des finales qui sont écrasées, etc. D'ailleurs, c'est rarement le cas en finale. Mais voilà, le l'Égypte, je la mets grand favori et elle gagne 3 cannes d'affilée, mais il y avait des raisons à cela. Ce que je voyais était extraordinaire. Et ils étaient au-dessus du lot, ils ont mis des 4-0 à tout le monde. Ils avaient mis, d'ailleurs, je crois que c'était en 2008, ils avaient mis, mais ils avaient éclaté la Côte d'Ivoire, le Eto'o, je me rappelle des déclarations de Drogba, notamment, qui avait dit, voilà, de toute façon, ils sont injouables, il n'y a rien à faire contre une équipe pareille. Et c'était la Côte d'Ivoire de Yaya Touré, de Drogba, etc. Donc, c'était pas rien, c'était la grosse équipe. Et ils s'étaient fait massacrer en 2010. Pareil, le Cameroun s'était fait trier. Eto'o avait dit tu peux pas avoir de regrets quand tu te fais sortir par une équipe comme ça, totalement jouable. Donc, enfin, voilà, on avait quand même analysé que cette Égypte-là était injouable. Ok. Mais qu'en était-il, pardon, pour cette équipe d'Algérie? Est-ce que moi, qui ai vu qu'une seule fois depuis 94 une équipe au-dessus du lot à qui je pouvais dire eux, ils vont aller au bout, ils vont la gagner, est-ce qu'on pouvait le faire pour l'Algérie? Est-ce qu'on pouvait le faire pour une équipe euh, qui en était à sa première canne, là, donc depuis longtemps, donc ils viennent de gagner sa deuxième canne, qui n'a pas survolé du tout ses éliminatoires pour la Coupe du Monde, puisqu'ils n'ont pas réussi à battre le Burkina Faso, que ce soit au match aller, au match retour. En sachant qu'ils n'ont pas joué au Burkina. Donc le premier match s'est joué à Marrakech, donc ils étaient pratiquement chez eux. Et ensuite, ça s'est joué en Algérie. Il y a eu, je crois, un partout et deux partout. Donc, juste si on s'arrête là, parce qu'une équipe qui, sur deux rencontres contre le Burkina Faso, ne gagne pas, donc clairement n'est pas au-dessus du lot, est-ce qu'on peut dire de cette équipe-là qu'elle est largement favori? Pour moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est pas possible. Mais là, je sais pas, il y a eu une hype, il y a eu peut-être un lobby, j'en sais rien, mais qui ne leur a pas rendu service. Et pour finir, pour moi, la deuxième chose pardon, qui n'a pas rendu service à cette équipe algérienne, ce sont cette série de matchs amicaux et enfin, tout confondu, hein, qualification, etc., où on nous a sorti ce fameux record où où on se comparait à l'Italie. Je crois qu'il y avait un record de 35 matchs. Et alors on était là, on est vaincu depuis 30 matchs, depuis 31 matchs, etc. On va détrôner l'Italie, on va être. Et les gars, là aussi c'est pareil. Il faut prendre tous les paramètres, tout le contexte. Les chiffres c'est bien, mais est-ce que si le champion de Macédoine, il est invaincu, est-ce qu'il va aller dire, oui, ben, il va se comparer au champion de la première ligue? Est-ce que si Liverpool, City ou Manchester sont invaincus depuis 33 matchs, est-ce que le champion de Macédoine, il va venir, il va dire, ben regardez, nous c'est 34 matchs, on vous a battu? Non, ça a ni queue ni tête. Le champion de Macédoine ou le champion de Ligue 1, ce que vous voulez. L'adversité n'est absolument pas la même. Alors, je vous ai pris pour essayer de comprendre un peu mieux. Les 18 derniers matchs, donc juste avant l'Arab Cup, hein, où il y avait des équipes bis qui jouaient, et ensuite il y a eu la CAN, et donc là l'Algérie a perdu. Donc j'ai pris les 18 derniers matchs de l'Algérie avant l'Arab Cup, pour comprendre, et les 18 derniers matchs de l'Italie, juste avant donc, leur première défaite contre la Suisse 1-0. Donc on se rend compte que, donc en gros ça commence à partir de 2020. Donc l'Algérie, en match amical 2020, ils font 1-0 contre le Nigeria. Donc 1-0 contre le Nigeria. D'accord. On est à deux partout avec le Mexique. Match amical. Ensuite, dans les qualifications, donc ils gagnent 3-1 contre le Zimbabwe. Ensuite, ils font deux partout contre le Zimbabwe.
D'accord. Ensuite, il y a le Botswana pardon, 5-0. La Mauritanie 4-1. Le Mali en amical, hein, Mauritanie 4-1 en amical. Hein, le Mali, pareil, victoire en amical 1-0. Tunisie, amical, toujours 2-0. Libéria, en amical, 5-1. La Syrie, 2-1 en amical. Le Burundi, toujours en amical, 3-0. Voilà. Qualification de l'Algérie donc, pour la Coupe du Monde. Donc là, il y a Djibouti, il y a 8 et 4-0. Burkina Faso, 1 partout. Niger, 6-1. Burkina Faso, 2 partout. Bon. Maintenant, on va passer à l'Italie. Pour voir si vraiment on pouvait comparer et dire, voilà, on va battre le record, etc. Donc l'Italie, pareil, j'ai pris à partir de 2020. En amical, bon, ils jouent contre l'Estonie, ils gagnent 4-0. D'accord. Ensuite, Ligue des Nations, ils battent la Pologne 2-0. Et ils battent la Bosnie-Herzégovine 2-0. La Coupe du Monde, éliminatoire. Donc Irlande du Nord, 2-0 pour Italie. Bulgarie gagne 2-0. Lituanie gagne 2-0. En amical, Saint-Mauriin, là c'est modeste, ils gagnent quand même 7-0. Et la République tchèque, 4-0 pour Italie. Et là, il y a l'euro. Donc l'Italie, ils battent la Turquie 3-0. Ils battent la Suisse 3-0. La Suisse qui élimine la France au tir au but. Quand même. Ils battent les Pays de Galles 1-0. Ils battent l'Autriche 2-1. Ils battent la Belgique, première nation au classement FIFA, 2-1. Ils battent l'Espagne 2-1. Et en finale, un partout contre l'Angleterre. Finalement, ça se jouera au tir au but. Donc, est-ce qu'on peut, si on a juste la raison, est-ce qu'on peut comparer la liste des matchs algériens avec la liste de l'Italie? C'est pas possible. C'est absolument pas comparable. On peut pas comparer le Zimbabwe, le machin et tout, avec des équipes comme l'Espagne, la Belgique, etc. Enfin, donc juste ça, c'était absurde. Donc, avec un peu plus, peut-être, comment dire, de lucidité, euh, sans s'enflammer, et vraiment en mettant les choses dans leur contexte, je pense que tu aurais dû arriver dans cette canne, euh, même si c'est surtout enfin, je ne doute pas que Belmadi n'est pas arrivé en disant voilà les gars, on est la meilleure équipe du monde, on est pas loin du record de l'Italie, etc. Il n'a pas fait ça, Belmadi, d'accord. Il est quelqu'un de plutôt pragmatique, donc je suis sûr que voilà, son discours était différent. Maintenant, les joueurs, voilà, du matin au soir, ils entendent tout ça, que ce soit dans les médias français ou voilà, ou chez eux au pays, dans les réseaux sociaux, c'était que ça. Donc à un moment donné, voilà, ça te rentre dans la tête. Inconsciemment, tu vas avoir peut-être une autre attitude, un autre comportement. Et sauf que la réalité a été ils se sont pris la réalité en pleine face. Ils se sont pris la réalité en pleine face. Et les matchs sur cette liste-là de matchs MQ, où ça a été très compliqué, où tu as fait des matchs, etc., mais cette réalité-là, tu l'as retrouvée dans cette compétition. Et ça t'a coûté très cher. Quand tu arrives en tant que champion, tu dois avoir une préparation de champion qui est physique, qui est mentale, et tu dois savoir et comprendre que tu es l'équipe à sortir. Pas parce que tu t'appelles l'Algérie ou parce que tu t'appelles machin ou chouette. Non, parce que c'est comme ça. Tous les champions, tous les champions deviennent l'équipe à sortir. Alors imaginez-vous l'exploit des Égyptiens qu'il avait fait 3 fois, c'est hallucinant. Et ceux qui ont pu faire un back-to-back, il y en a très très peu. Le Cameroun l'a fait en 2000, en 2002. Équipe du Cameroun extraordinaire, qui gagne en 2000 les Jeux Olympiques, qui devient le deuxième pays africain à le faire. Le Nigeria l'avait fait en 96. 4 ans après, le Cameroun le fait. Donc en 2000, les Camerounais ils gagnent les Jeux Olympiques. Incroyable. En demi-finale, c'est le Brésil. Et ensuite, ils sortent l'Espagne en finale, deux partout, et finalement, au tir au but. À chaque fois, ils ont des joueurs exclus, etc. Mais ça, on a l'habitude. Hein.
L'arbitrage anti-africain, on le connaît, j'en parlerai dans une vidéo. Et donc, le Nigeria qui gagne en 94 et qui gagne, mais pareil, le Nigeria, une génération de malades. C'est-à-dire, en 94, ils gagnent la CAN, ils vont en Coupe du Monde. Ils font une Coupe du Monde extraordinaire. Ils peuvent la gagner, cette Coupe du Monde, mais ils se font voler. Alors, on en reparlera. D'accord. On en reparlera, parce que là, vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas les images. Alors, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Comment ça, Nigeria aurait pu gagner la Coupe du Monde? Alors, le Nigeria aurait pu la gagner, cette Coupe du Monde. Voilà. Huitième de finale, il joue contre l'Italie. Il mène au score. Paolo Maldini détruit de tête, je dirais que c'est Amokachi. Il le détruit, dernier défenseur, etc. Elle lui fait la même faute que ce qu'avait fait Ramos à Salah, mais en 100 fois pire. Il lui attrape le bras et il le fait tomber. Et évidemment, c'est le dernier défenseur. C'est-à-dire que l'autre, il filait droit au but seul pour marquer le deuxième but. Et bien, je vous le donne dans le mille, il y a eu carton jaune pour Maldini. Voilà. Au final, l'Italie, sur un penalty de Baggio, l'emporte 2-1. Voilà. Évidemment, c'est un vol catastrophique. Et quand tu vois que cette Italie-là a eu besoin de l'aide de l'arbitrage pour sortir le Nigeria 2-1, et que cette même Italie est partie en finale de la Coupe du Monde et fait 0-0 contre le Brésil, alors évidemment, tous les jours, je te dis, le Nigeria, sans se faire voler, ils vont au bout de la Coupe du Monde. Et ils me donnent raison 2 ans plus tard, cette génération-là, puisqu'ils vont au JO, ils font un tournoi extraordinaire avec les canots, etc. Et ils gagnent les Jeux Olympiques en 96. Ils deviennent le premier pays africain à le faire. Et les JO de l'époque, c'était pas les JO de maintenant. Absolument rien à voir. Ils ont, donc, en finale contre l'Argentine, il y avait Ayala, il y avait Zanetti, Sansini, Crespo, euh, Ortega, et puis en remplaçant, il y avait un certain Diego Simeone et un certain Gallardo. Eux, ils étaient remplaçants. Pour dire le niveau et la qualité qu'il y avait dans ces équipes à l'époque, quand je jouais les JO, c'est pas les JO de maintenant. Vous comprenez? Donc, quand tu gagnais les JO à l'époque, c'était pas la Coupe du Monde, mais tu avais affaire aux meilleures équipes du monde, clairement. Pareil, quand tu regardes, je vous invite à aller voir l'équipe du Brésil ou l'équipe d'Espagne qui a été battue par le Cameroun 4 ans plus tard, en 2000, et vous verrez les noms qu'il y a dans ces équipes. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Donc ça prouve la qualité qu'avait déjà depuis un moment le football africain. La conclusion de cette page et de cette explication par rapport au, voilà, à cette défaillance, au fiasco, on va dire, c'est que je pense qu'ils sont partis trop favoris et qu'ils n'ont peut-être pas eu la préparation mentale, physique du champion. Voilà. Et est-ce qu'ils sont partis trop favoris? Évidemment. Voilà. Euh, Ils auraient pu peut-être faire partie euh, des trois, pour moi, les trois plus grandes nations africaines qui ont fait des choses incroyables. C'est le Nigeria, le Cameroun et évidemment l'Égypte. Number one. Après l'Égypte, ce qui leur a manqué, c'est de faire des participations en Coupe du Monde. Voilà. Et là, en faisant un back-to-back, l'Algérie, c'est-à-dire s'ils avaient pu remporter cette CAN, ils auraient pu rentrer ça. Et là, oui, on aurait pu peut-être mélanger en même temps cette série d'instabilité. Mais pour qu'il y ait une. Comment dire? Pour qu'il y ait une. Euh, pour que ça ait une signification, cette série-là, il faut que derrière, il y ait un trophée, un titre. D'accord. Là, tu peux leur ajouter. Mais sinon, ce ne sont après que des matchs amicaux contre des équipes moyennes. Donc du coup, ça ne veut rien dire. Et malheureusement, ça a été confirmé par la contre-performance en Cannes. Voilà. Maintenant, les amis, on finit rapidement avec la présentation des quarts de finale. Donc, nous allons avoir un Tunisie-Burkina Faso très très intéressant. Il
Il y a de la revanche dans l'air. Les Burkinabés avaient éliminé les Tunisiens. Euh, le Nigeria qui était largement favori quant à la Tunisie, finalement, voilà. Bon, moi je vois la Tunisie passer, clairement, parce que ben, pour moi ils ont fait plus dur. Maintenant ils jouent relâchés. Et puis on est, alors même si aucune équipe du Maghreb a gagné en Afrique subsaharienne, pardon, même si je prends l'Afrique du Nord de manière générale, il n'y a que l'Égypte qui a réussi cet exploit. Là on est dans un cycle où sur les compétitions continentales, donc Ligue des Champions, euh, Coupe de l'UEFA africaine, euh, le Maroc, l'Égypte écrase, remporte tous les trophées, et ça fait un moment que ça dure, et de temps en temps la Tunisie en ramasse un aussi. Donc, malgré que tout le monde voyait ces équipes-là sortir, puisqu'elles n'ont pas l'habitude, on va dire, de gagner en ces terres, moi je pense que la Tunisie va aller en demi-finale et rencontrera cette équipe du Sénégal qui jouera elle contre la boucherie équatoriale. Alors, franchement, cette équipe-là, je comprends pas. Grâce à l'arbitrage inexistant et honteux de Monsieur Gassama, euh, le Mali s'est fait éliminer injustement, clairement. Et cette équipe-là qui a fait que de découper les Maliens, donc ils ont eu ce qu'ils voulaient arriver au tir au but, ils sont arrivés au tir au but, et voilà, ils ont éliminé le Mali au tir au but. Donc le Sénégal n'a rien montré jusqu'à présent, pour moi c'est l'équipe la plus décevante, ils ont absolument rien montré, mais je vois quand même, euh, je vois un Sénégal-Tunisie en demi-finale. Voilà. De l'autre côté, Cameroun, Gambie, je pense que, enfin, il peut y avoir une surprise, mais je vois pas comment le Cameroun pourrait ne pas aller en demi-finale. Donc Cameroun à domicile, je pense qu'il... Bon, ça sera dur, il n'y a pas de match facile, hein. Je pense qu'ils vont y aller. Et enfin, pour finir, alors là pour le coup, feu d'artifice. Donc l'Égypte en a parlé, hein, qui a éliminé, c'est un classico, hein, l'Égypte-Côte d'Ivoire. Jamais les Ivoiriens, en 5 confrontations en Cannes, ont réussi à sortir l'Égypte. C'est incroyable. Alors, l'Égypte a démarré très doucement. Et ça faisait un moment que vraiment c'était une petite Égypte. Et là, sur ce match, beaucoup de choses m'ont plu, à part Trezeguet qui a vendangé, vendangé, vendangé. Mais ils ont retrouvé des couleurs. J'ai énormément aimé le match de Mohamed Salah. Il a été juste. Il en fait pas trop. Il veut pas se donner cette cape de super-héros de je vais les faire gagner, c'est moi qui vais les faire gagner. Et en même temps, hyper efficace, juste dans les passes, techniquement. Il marque le penalty de la qualif. Du grand, du très grand Mohamed Salah. Et on aura sur cette affiche le meilleur attaquant du monde, le meilleur joueur du monde, contre le meilleur latéral du monde, droit, latéral droit, Hakimi. Ça va être merveilleux. Moi, c'est un match qui est particulier pour moi. Mon équipe de cœur, qui est l'Égypte, d'accord. Et j'ai toujours aimé le football égyptien depuis gamin. Moi qui suis un supporter du Ahly. Et face à cette Égypte-là, mon pays, le Maroc, alors le Maroc qui arrivait discrètement, mais en qui je croyais énormément, parce que tout simplement, tout ce que j'avais vu du Maroc euh, ben, me faisait plaisir, était intéressant. Ils sont devenus la première nation à faire 12 points sur 12 sur les qualifications de la Coupe du Monde, dans le groupe. Ils ont vraiment survolé leur match de qualification en Coupe du Monde. À l'heure où je vous parle, donc c'est l'équipe qui a la plus longue série maintenant, mais on va pas parler de ça. Moi, une série, elle m'intéresse pas, hein. Ils peuvent faire 40-50 matchs. Ce qui va être important, c'est comment dire, ben, c'est d'aller gagner un trophée et de se qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, pour l'anecdote, oui, ils en sont à 20 matchs invaincus. Vaïd n'a perdu qu'un seul match, c'était au tout début quand il est arrivé contre le Gabon 1-0. Donc tout ça, voilà, ça commence à faire.
Euh, voilà, ils sont arrivés discrètement, ils ont montré de très belles choses. Euh, donc ce match va être vraiment intéressant. Après, d'un côté, on a 7 étoiles, d'un côté, on en a qu'une. Après, si on rajoute les participations en Coupe du Monde, bon, le Maroc est allé plus en Coupe du Monde que l'Égypte. Et il faut savoir qu'en Afrique, aller en Coupe du Monde, c'est un trophée, clairement. C'est tellement dur, c'est tellement incroyable d'y aller que ça équivaut à un trophée. Donc voilà, on peut, ça peut un peu s'équilibrer là-dessus. Mais bon, c'est très dur à pronostiquer. Voilà, c'est très très dur. C'est du 50-50. L'Égypte avait éliminé le Maroc dans l'avant-dernière CAN, celle que le Cameroun avait remportée en 2017, en huitième ou en quart de finale. Bref. Et l'Égypte avait d'ailleurs perdu en finale contre le Cameroun 1-0. Voilà. Donc, il peut y avoir une revanche énorme, une énième revanche, hein, puisque Cameroun et Égypte ils se sont souvent joués. Euh, mais je vois bien le Maroc se qualifier face à ces pharaons. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner. On se retrouve pour les demi-finales. Peace.